Voilà, je pense que ça marche déjà. Voilà, le message, l'enregistrement du cours d'aujourd'hui. Donc, bonjour. Nous sommes là le 12 août pour ce cours de panorama de la littérature française. Et donc, l'objectif aujourd'hui, dans le cours précédent, mardi dernier, ça a été un cours qui a eu lieu exceptionnellement mardi à cause de mon problème, du problème que j'ai eu avec mon ordi. Et donc, dans les cours précédents, nous avons commencé à parler de surréalisme. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'introduire l'existentialisme, évidemment, comme courant philosophique et comme une espèce de mouvement littéraire, en quelque sorte. Et aujourd'hui, je voudrais commencer avec une provocation et je voudrais vous écouter. Si je dis, si je vous, si je l'affirme, que dans la période, dans la dictature civile militaire brésilienne, on n'a jamais été plus libre. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je vous dis que dans la dictature brésilienne civile militaire, on n'a jamais été plus libre que pendant cette dictature-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis fou, je suis un conservateur, un réactionnaire. Alors, est-ce que quelqu'un veut se manifester? Oui, non. Hier, nous avons eu une séance organisée par Calech et Calais, les bureaux des étudiants. Et nous avions, en fait, Josélie et moi, la professeure Josélie et moi, nous avons fait la présentation du cours. Et j'ai firmé pas cette position-là, mais euh, je fais un rappel à, à ce qu'a dit le ministre de l'Éducation du Brésil maintenant. Je crois que ça a été au début de cette semaine ou à la fin de la semaine dernière, que l'université devrait être l'espace de peu de gens, ou quelque chose comme ça, de peu. Et donc, là, on commence avec cette provocation. Donc, je vous expliquerai après le pourquoi de cette affirmation que on n'a jamais été plus libre que pendant la dictature civile militaire. Donc, je vais laisser ça comme ça parce que vous n'avez pas voulu répondre ou contester ou vous positionner par rapport à cette affirmation. Donc, on suit les cours. Donc, mardi, nous avons parlé du surréalisme. En fait, j'avais commencé à parler du surréalisme en artistique et culturel parce que le surréalisme a touché à plusieurs manifestations artistiques différentes, comme la peinture. Vous avez parlé de Salvador Dali. Il y a, nous avons parlé, il y a dans la sculpture aussi, la littérature évidemment, le cinéma, nous avons Dali aussi qui a fait le cinéma. Et d'accord. Bonjour Graziel, ça va maintenant, tu es bien entré, pas de souci. Et bonjour. Euh, donc, il me semble que tu es bien là, Graziel. Non. Professeur,
Oui, O áudio tá chiando. le lien. Oui. D'accord. Donc, je vais essayer de euh, reconnecter mon, mon phone et on verra si ça marche bien. D'accord? Bonjour, Gabriel. Est-ce que ça va mieux ou pas? Oui, oui, meilleur. D'accord. Pour les autres aussi, il y avait ces soucis, un bruit ou des interférences, ou c'était que pour Gabriel? Non, Euh, c'est bon maintenant. d'accord. Mais pour toi, Gabriel Soares, avant aussi, c'était pas bon? C'était pas clair le son? Oui, mais j'ai pensé que c'était ma connexion. Mais non, D'accord. Euh, ça marche non, maintenant. ok, merci. Parfois, je ne sais pas ce qui se passe parce que j'utilise là un phone Bluetooth et au Bluetooth, comme disent euh, les Français. Et je ne sais pas s'il y a un problème de connexion. Et comme on n'a pas de câble, la seule façon de corriger, c'est de relancer la connexion. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter ou à me dire si le son n'est pas bon, l'audio n'est pas bon, ou la vidéo, comme j'utilise ici la caméra de l'ordi, connectée sur Wi-Fi, il me semble que de temps en temps, il y a ça congèle un peu l'image. Euh, je ne comprends pas pourquoi, mais j'arrive pas à me bien connecter en utilisant mon Wi-Fi ici. Il y a toujours un petit souci de vitesse de connexion, même si la connexion n'est pas mauvaise. Et donc, pour l'audio, pour éviter ce genre d'interférences, j'utilise mon forfait téléphone, les données du téléphone. Et donc, normalement, au moins l'audio, j'arrive à, à ne pas avoir d'interférence. Si jamais il y a un petit souci, n'hésitez pas à m'arrêter ici et on essaye de reconnecter ou quelque chose comme ça. Sinon, bonjour, on recommence. Bonjour tout le monde, je vois ici Luna, peut-être que c'est la première fois que je vois Luna, Graziel vient d'entrer, Christopher et les autres, je vous ai déjà donné, je vous ai déjà dit bonjour. Donc, le cours d'aujourd'hui, on va faire une suite au cours précédent de mardi dernier sur le surréalisme et on va entrer dans l'existentialisme philosophique et littéraire. Et peut-être aussi avant de continuer ou avant de commencer les cours, je voudrais juste vous dire un mot par rapport à la dynamique des cours parce que je n'aime pas être le seul à parler et de faire un cours tout entier, expositif, avec le contenu, avec la démonstration des textes, etc. Mais je comprends aussi que ce système en ligne, à distance, peut-être vous, pour une raison ou une autre, euh, vous préférez ne pas participer. Donc, je ne vais pas vous exiger cette participation. Par contre, je vais combler cet espace. Comme vous ne participez pas, moi, je vais parler la plupart du temps. Ça peut être un peu fatigant, moins dynamique que je le préfère.
mais c'est la limitation quand même de ce système en ligne que nous avons. Donc, même si je parle beaucoup, tout le temps, si vous voulez participer, vous manifester, n'hésitez pas à m'interrompre, à faire vos colocations, à partager ce que vous voulez ou à m'interroger sur un point ou un autre, à me demander d'expliquer plus clairement un aspect discuté, etc. Donc, c'est ça. Je préfère avoir un cours dialogué avec plus de participation, mais si c'est difficile pour vous, je vous comprends, c'est ce que nous avons aujourd'hui, donc je vais suivre plus ou moins de cette façon. Mais comprenez que un cours centré sur moi qui parle tout le temps, ce n'est pas ma préférence. D'accord? Donc, cela dit, on continue. Nous avions vu mardi une introduction sur le surréalisme. Donc, je vous ai montré quelques extraits de poèmes. Je vous ai parlé de... je vous ai donné un panorama historique des avant-gardes, rapidement, évidemment, avec l'esprit nouveau, le futurisme, le dadaïsme, on entre dans le surréalisme. Le surréalisme introduit dans la littérature une dynamique ou un côté moins rationnel, n'est-ce pas? Donc, on va chercher d'une façon ou d'une autre. Il y a cette connexion avec la psychanalyse et la recherche de l'inconscient, raison pour laquelle on va chercher, peut-être pas comme des sources d'inspiration, mais plutôt comme des fondements, je dirais. Les fondements du surréalisme, c'est le rêve, la folie et la fantaisie. On peut établir plus ou moins comme ça. Le rêve, j'avais dit le rêve, la folie et la fantaisie. Et nous n'avions pas eu le temps de discuter, mais je ne vais pas entrer dans cette discussion aujourd'hui. Mais il y a un livre, je l'ai partagé dans les documents, c'est le livre de André Breton et Paul Éluard, qui s'appelle L'Immaculée Conception. Dans ce livre, il y a une série de textes très intéressants. Je vous ai indiqué la lecture d'un extrait. C'était sur une espèce de représentation ou de simulation d'un texte écrit selon une maladie mentale, un problème en fait, il y en a plusieurs troubles de la conscience. C'est ça que peut-être que je peux le dire. Et donc, vous voyez comment, d'une certaine façon, dans ces fondements du surréalisme, on voulait chercher quand même les fonctionnements de l'esprit, les fonctionnements mentaux quand je dis ici de l'esprit, c'est parce que nous n'avons pas d'autres mots en français pour parler de la conscience. En portugais, on pourrait dire au fonctionamento da mente, n'est-ce pas? Et en français, on peut dire le fonctionnement de l'esprit, pas comme esprit religieux, mais l'esprit intellectuel, l'intellect, en quelque sorte, la conscience, n'est-ce pas? Parce qu'en portugais, quand on parle de conscience, on parle assez souvent où on comprend cet état de conscience, n'est-ce pas? Donc, cela dit, par rapport au surréalisme, par contre, encore sur le surréalisme, parce que ça, c'est la connexion que je vais faire entre le surréalisme et l'existentialisme. J'avais parlé rapidement, j'avais fait référence au premier manifeste surréaliste, celui dans lequel on établit cette base du surréalisme liée à la folie,
à la conscience, à l'inconscient, etc. Le deuxième manifeste, qui est publié en, si je ne me trompe pas, en 1929, c'est un manifeste qui va marquer un engagement politique du mouvement ou du groupe surréaliste d'André Breton. Dans le premier manifeste, il y avait déjà une conception du surréalisme comme révolution. Mais comme révolution ici, comme révolution du monde, pas comme tout simplement une révolution politique. D'accord? C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le surréalisme, quand ce mouvement se propose à introduire la folie, la fantaisie, l'inconscient dans la littérature, ça fonctionne comme une révolution. C'est-à-dire, on va recommencer ou on va refonder les bases de la littérature. D'accord? Et cette révolution, en fait, c'est un appel à la transformation littéraire et par conséquent sociale. N'est-ce pas? Parce que la littérature, d'une certaine façon, elle nous sert comme une représentation de la sensibilité historique du moment. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand je parle de la sensibilité, la littérature, assez souvent, elle va nous montrer plus ou moins comment on sent, comment on vit, comment on aime dans un certain moment historique. N'est-ce pas? Quand on parle, par exemple, de l'amour romantique, c'est-à-dire qu'à l'époque du romantisme, on concevait l'amour de cette façon. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous concevons l'amour d'une façon différente. N'est-ce pas? Peut-être plus libre. Par exemple, pour expliquer un peu plus cet exemple, cette idée et comment ça nous arrive encore aujourd'hui dans notre vie pratique. Et comme vous le savez, j'aime bien, même quand on étudie de façon historique ou un moment historique précis, j'aime bien faire des connexions avec la vie actuelle, notre vie actuelle. Et quand on parle, par exemple, d'amour romantique, on parle assez souvent, et ça, parfois, on naturalise, comme si ça a été toujours comme ça, et ce n'est pas le cas. Cette conception de l'amour romantique, elle nous demande, par exemple, ou elle nous propose que les unions ou les liaisons entre les gens, et de façon naturalisée, on va penser à un homme et une femme, se faisaient à partir de l'amour. Mais quand on recule dans les temps, les mariages, par exemple, ne se faisaient pas par un critère d'amour. L'amour, c'était peut-être la dernière chose qui comptait pour l'union entre deux personnes, n'est-ce pas? Et puis, on arrête, et assez souvent, ces unions-là avaient un intérêt, et assez souvent, l'intérêt était économique, n'est-ce pas? Et comme vous voyez, ça suffit de regarder l'histoire de la noblesse, des rois, des reines. Et assez souvent, nous avons des rois et des reines qui sont mariés, ils ont des enfants parce que c'est la dynamique du royaume, mais à côté, ils avaient un amant ou une amante. Parce que l'amour était de l'autre côté. Le mariage était une institution sociale et économique, n'est-ce pas? Et quand on parle de l'amour romantique, c'est-à-dire que à partir de ce moment, on va établir les relations entre deux personnes vont se mettre ensemble à partir de cette idée de l'amour et pas par un intérêt économique. Aujourd'hui, par exemple, on ne conçoit pas, c'est bizarre de penser que deux personnes vont se mettre ensemble pour un intérêt des parents ou autre chose, n'est-ce pas? Donc, quand je fais cet exemple-là pour vous parler de cette transformation de la sensibilité, n'est-ce pas? Que la littérature, assez souvent, nous donne un
près de la sensibilité d'un moment historique. Et cela dit, le deuxième manifeste surréaliste va marquer un engagement politique du surréalisme. Et cet engagement politique du surréalisme va se faire après la Première Guerre mondiale, vers la fin des années 20, début des années 30. Et cet engagement va se faire à gauche, c'est-à-dire vers le Parti communiste en France, n'est-ce pas? Cela ne va pas être quelque chose de consensuel dans les mouvements surréalistes, et il y aura des ruptures. Et c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué récemment aussi, dans un mouvement organisé comme le surréalisme, c'est-à-dire un mouvement, quand je parle d'un mouvement organisé ou d'une école, selon le livre de Yves Stalloni qui est disponible dans les archives, quand on parle d'une école, assez souvent on fait référence au surréalisme comme un mouvement, mais on pourrait dire une école surréaliste parce que nous avons un chef de file, un leader, qui est André Breton. Louis Aragon sera aussi un écrivain important, un fondateur, mais il va quitter cette proximité avec André Breton. Par contre, il y aura un leader. Ensuite, nous avons un manifeste. Le manifeste, c'est un texte. Comme je vous ai indiqué les cours vidéo que j'ai fait pour l'année dernière pour le cours de poésie, dans lesquels je discutais le genre littéraire manifeste. Et le manifeste littéraire, dans ces cas, c'est un texte, comme je vous ai expliqué mardi, qui nous invite à la pratique, à une production nouvelle de la littérature. Donc, c'est-à-dire que nous avons un leader, assez souvent c'est ce leader, dans les cas André Breton, qui écrit un manifeste, et dans ce manifeste, il va dire la nouvelle littérature doit être faite comme ça. Et dans ce premier manifeste, André Breton, par exemple, introduit les notions d'écriture automatique, le psychisme, la psychanalyse, etc., entre autres. N'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'il y a un mouvement bien organisé avec un leader, un manifeste qui dit comment il faut faire la littérature, etc. Et puis, et comme nous avons vu, ce premier moment du surréalisme, c'est, je dirais d'une certaine façon, un mouvement de sensibilité et d'art. Sensibilité ici au sens large, et d'art, c'est-à-dire artistique, esthétique. Même si moi, par exemple, je ne sépare pas complètement l'esthétique de la politique, mais le premier moment du surréalisme était c'était un moment plutôt esthétique. Quand je vous dis que je ne sépare pas l'esthétique du politique, il suffit de vous faire penser par exemple, au débat contemporain par rapport au modèle de beauté féminine. Tout est là. Quand on parle de modèle de beauté féminine, c'est déjà politique. On parle de beauté esthétique, comment, par exemple, quel est le modèle ou le portrait d'une femme belle. Et quand on dit on décrit les critères, vous allez comprendre immédiatement qu'il y a derrière ces critères esthétiques d'une femme belle, d'une femme dite belle, que ces critères sont assez politiques, c'est-à-dire patriarcal, pardon, misogyne, etc. Donc, il y a des valeurs politiques derrière les valeurs esthétiques. N'est-ce pas? Cela dit, c'était juste un exemple. Les deuxièmes manifestes surréalistes va marquer donc cet engagement
au Parti communiste ou à la cause communiste d'une façon générale. Et donc, plusieurs écrivains vont quitter le mouvement ou vont quitter au moins la proximité avec André Breton. Je vous ai montré rapidement mardi, il y a un livre qui s'appelle, je l'ai mis sur les archives, c'est l'histoire du surréalisme. Il y a plusieurs documents, il y a l'histoire du mouvement et il y a plusieurs documents, une espèce de suite complémentaire au livre. Et si vous cherchez, il y a une série de cadavres. C'est une espèce de pamphlet ou de texte court qu'ils ont fait pour revendiquer quelque chose. Et un de ces cadavres, c'est un texte publié par, si je ne me trompe pas, par Philippe Soupeau et par Antonin Artaud, pardon, ce poète et dramaturge qui vont se montrer publiquement contre André Breton. Donc, c'est juste pour vous parler des polémiques, même si c'est un mouvement assez organisé, avec un leader, avec des manifestes, etc. Il y a des ruptures, il y a des désaccords, il y a des divergences. Et donc, ça, c'est intéressant de voir que le surréalisme en France va faire cet engagement à gauche. Je laisse ouvert ici aujourd'hui les mots engagement littéraire, parce qu'on va en parler encore aujourd'hui, la semaine prochaine aussi. Et je vous ai dit rapidement, peut-être que vous n'avez pas saisi l'information, le futurisme de Marinetti, par exemple, le futurisme franco-italien, parce que Marinetti fréquentait aussi Paris et il écrivait aussi en français. Marinetti, par exemple, va faire un engagement à droite. D'accord? Et ça, c'est intéressant à voir parce que assez souvent, on pense que les artistes sont toujours ou au plus souvent des gauches, mais assez souvent, nous avons aussi un engagement ou une représentation artistique de droite. D'accord? Et le cas de Marinetti, il va se lier au fascisme italien. Donc, peut-être dans votre tête, c'est bizarre de penser, mais c'est un moment intéressant à étudier. Moi, j'en parle un peu plus dans les cours de poésie, mais c'est peut-être bizarre de penser à un engagement artistique au fascisme, par exemple. N'est-ce pas? Et cela s'explique parce que le fascisme est aussi un mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire il préconise une transformation radicale de la société à droite ou à droite. La droite, c'est ici la gauche. Donc, cela dit, on revient ici. Donc, le surréalisme va faire cet engagement à la fin des années 20 au communisme ou au Parti communiste français, etc. Et à partir de ces moments, le surréalisme va laisser de côté un petit peu les questions esthétiques et il y a certains poètes qui vont faire une poésie plus engagée politiquement. Cela veut dire que ils vont laisser de côté les expérimentations esthétiques et ils vont faire une poésie plus traditionnelle, plus facile à comprendre, dont la réception est plus simple, pour transmettre un message plutôt politique. Donc, je ne vais pas vous montrer des textes aujourd'hui, j'essaie de vous donner un panorama ou un contexte, parce qu'en fait, le but aujourd'hui, c'est d'arrêter de parler du surréalisme et commencer à parler de l'existentialisme. Et je parle de cet engagement du surréalisme pour introduire donc l'existentialisme qui est un mouvement en même temps ou une tendance philosophique, politique et littéraire.
en quelque sorte. Et je profite donc, qu'on parle je vois qu'on est plus nombreux maintenant, et j'avais commencé les cours d'aujourd'hui avec une affirmation, et donc je vais refaire cette affirmation. Comme nous avons, là je viens de parler d'engagement à gauche, engagement à droite, le cas du futurisme, et pour commencer à parler de l'existentialisme aujourd'hui, je réfère l'affirmation. Qu'est-ce que vous pensez si je vous dis, faites attention à ce que je vous dis, qu'est-ce que vous pensez si je vous dis que nous, les Brésiliens, n'ont jamais été nous n'avons jamais été aussi libres que pendant la dictature militaire ou civile militaire. Qu'est-ce que vous en pensez si je vous dis cela? Que peut-être nous étions plus libres pendant la dictature militaire qu'aujourd'hui ou qu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut se manifester? Est-ce que vous vous sentez moins libre aujourd'hui que pendant la dictature? Je sais que vous n'étiez pas encore né pendant la dictature. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que je ne suis pas né dans la dictature, mais je sais que maintenant nous n'avons pas la liberté qui serait l'idéal aussi. Donc, c'est une, je ne sais pas quoi répondre. D'accord. Mais c'est pas grave. Je te remercie quand même, Marx, de partager avec nous cette sensation. Et pourquoi je fais cette affirmation que nous n'avons été plus libres que pendant la dictature militaire ou civile militaire brésilienne? C'est parce que nous avons cette phrase ici, jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. En fait, ça c'est un texte de Sartre, La République du silence. Il est dans le livre Situation 3, et c'est un texte qu'il a publié en 1944. Donc c'était un peu avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme vous savez, vous connaissez en tant qu'étudiant des Français, vous connaissez un petit peu l'histoire de la France, et vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France a été occupée par les Allemands dès le début de la guerre, et la France est restée occupée pendant la plupart de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle, nous avons la République de Vichy, ou le gouvernement de Vichy, Vichy la ville en France, c'est où s'est réfugié les gouvernements français. C'est le gouvernement qui a accepté, en fait, l'occupation allemande. Donc, Paris était gouverné, on peut dire, par les Allemands. Et le gouvernement de la France libre, libre entre guillemets, se situait ou se siégeait à Vichy. Et donc, quand Sartre, et ça c'est déjà quelque chose à expliquer ou à commenter, Sartre et certains philosophes existentialistes vont bien aimer, en fait, ils vont avoir ces côtés un peu que moi j'appelle publicitaires. Ils vont faire des phrases, des faits qui sonnent comme des slogans publicitaires et qui nous attirent l'attention. Et assez souvent, l'effet, c'est un peu mitigé ou d'étrangeté, extrañamento, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'il commence ce texte avec cette idée. Nous n'avons jamais
jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Et on pense, mais il est devenu fou, ce philosophe, parce que pendant l'occupation, c'était une espèce de occupation, pas une espèce, c'était une occupation militaire d'un pays qui était gouverné ou dirigé par un dictateur qui était Hitler. Et comment on a été plus libre pendant l'occupation. Et puis, il va développer son argument. Et j'utilise cette idée-là parce que on va entrer dans les textes que je vous ai demandé de lire, l'existentialisme est un humanisme, parce qu'un des sujets principaux de ce livre ou de cette conférence de Sartre est justement la liberté. Et en fait, je descends le texte ici. Et donc, il va s'expliquer un peu plus. Et donc, il dira, à cause de tout cela, nous étions libres, puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée. Chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, poursuivis, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. En fait, quand il parle ici parce qu'on va parler avec Sartre autour de cette conférence, l'existentialisme est un humanisme, on va parler de liberté, de choix, de responsabilité et d'engagement. Cela veut dire que quand il dit que nous étions, ou jamais nous n'avons été aussi libres que pendant l'occupation, c'est-à-dire que dans la pensée existentielle, politique de Sartre, nous sommes libres pour penser et où nous sommes libres de choisir. Mais chaque choix qu'on fait, ça nous impose la responsabilité par rapport à notre choix. N'est-ce pas? Par exemple, je pense à un exemple banal. Oui, vous avez choisi d'étudier lettres français, n'est-ce pas? Ça, c'est votre choix. Quand vous avez, et vous voyez, ça c'est intéressant, peut-être les moments de la plus grande liberté que vous aviez vécu, c'était un des grands moments de votre vie de liberté, ça a été de choisir ce que vous vouliez étudier à l'université. Parce que, je ne sais pas vous préciser, mais à l'université de Brasilia, par exemple, nous avons plusieurs parcours. Médecine, pharmacie, histoire, sciences politiques, lettres, anthropologie, etc. Donc, vous aviez presque une liberté ou une liberté presque totale. Pas forcément totale, mais largement grande. Et vous avez fait un choix, vous avez choisi le parcours français, lettres français. Donc, cela réduit déjà votre liberté, n'est-ce pas? Par contre, si jamais, d'ici 3 ans, 2 ans, vous terminez votre formation et vous vous retrouvez dans le marché du travail et vous n'êtes pas content du marché du travail ou de votre profession comme professeur ou professionnel des langues, traduction, etc. Et vous commencez à dire que c'est la faute à votre parent ou à vos parents, à vos professeurs qui n'étaient pas bons ou à votre copain ou copine qui vous avait dévié de votre je sais pas, mission dans cette vie, etc. Non, c'est vous qui avez fait le choix d'étudier lettres français et la responsabilité de tout ce qui va se passer après, elle est à vous.
C'est plus ou moins ça l'idée de cette philosophie existentialiste de Sartre. D'accord? Et quand il dit ici, je commence avec cette provocation de jamais avoir été aussi libre que sous l'occupation, c'est-à-dire que dans un moment comme celui-là, où s'opposer à un régime totalitaire comme le nazisme, ça pouvait coûter la vie des gens, on avait la liberté de s'opposer, c'est-à-dire s'engager contre l'occupation allemande ou collaborer avec l'occupation allemande. J'utilise ici exactement les termes que vous allez retrouver dans l'histoire de ces moments de la France. La résistance ou l'opposition et la collaboration avec les Allemands, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que dans un moment où choisir un côté, ça peut signifier être vivant ou rester vivant ou mourir, ça c'est un vrai choix. C'est pas un vrai choix où à chaque fois qu'on doit choisir, c'est un vrai choix, mais c'est peut-être un choix plus explicite par rapport à la dimension philosophique qui existe dans tout choix qu'on fait dans la vie. N'est-ce pas? Donc, ce choix-là, parce que quand par exemple, quand on vit dans une démocratie, par exemple, stable, on n'a pas forcément besoin de faire ce choix-là. N'est-ce pas? Mais quand notre vie est en question, faire ce choix, ça devient quelque chose de plus conséquent. D'accord? Donc, c'était juste l'introduction que je voudrais faire. Et donc, ici, c'est un texte assez intéressant. C'est un texte court de Sartre. Ça fait 4 pages. C'est un texte publié dans une revue. Donc, c'était un texte court. C'est un texte de 44. Et donc, je change ici de texte et je passe au texte de Sartre. Oui, C'est moi, c'est Gabriel. Ok, Gabriel. J'ai un doute. Dans ce cas-là, il y a l'occupation et tout ça, l'être humain est plus libre, mais il est aussi plus angoissé. Angoissé. Angoissé, oui. Oui. Voilà, en fait, on va parler de l'angoisse aussi, Gabriel. Et en fait, l'angoisse, c'est un état dans cette perspective philosophique, l'angoisse, j'écris ici sur le chat, et ça c'est le substantif, et nous avons angoissé l'adjectif, ou angoissé avec ER à la fin, le verbe, angustiar, n'est-ce pas? Ça m'angoisse, par exemple. Et en fait, l'angoisse, c'est un état d'esprit dans cette philosophie existentielle ou existentialiste. En fait, c'est presque un état, l'angoisse, en fait, c'est un état de la prise de conscience de notre réalité existentielle. Et en fait, l'angoisse, c'est un terme ou un concept qui va revenir ou va apparaître dans plusieurs ou dans différents philosophes de l'existence. Je parle ici de l'existence parce que on va appeler l'existentialisme plutôt ces mouvements autour de ça. Mais nous avons tout un courant philosophique qu'on appelle la philosophie de l'existence parce qu'il se propose à penser sur l'existence et pas sur l'essence des choses. Aujourd'hui, ce sera un peu plus philosophique, mais je vais essayer de rendre ça facile à comprendre. D'accord? Et par exemple, nous avons peut-être le premier de ces philosophes, c'est les Danois, dinamarquais, si je ne me trompe pas, les Danois, Kierkegaard, qui parle de l'angoisse,
mais Kierkegaard reste un philosophe chrétien, catholique, en quelque sorte. Et l'existentialisme de Sartre est plutôt athée. D'accord? Et on va entendre parler d'angoisse aussi avec Heidegger, le philosophe allemand, et ici avec Sartre. Et philosophiquement, ça peut changer un peu selon le philosophe. Mais selon Sartre, ici, l'angoisse, c'est un moment de cette prise de conscience. D'accord? On verra la semaine prochaine la notion d'absurde de la philosophie de Camus. Et ce sera important dans la compréhension du roman L'étranger, qu'on va travailler d'ici 2 semaines, début septembre. Ça, c'est intéressant parce que c'est le moment de cette prise de conscience de l'existence. Et ce que j'aime bien dans cette philosophie existentialiste, c'est les concepts me semblent proches de la vie quotidienne, n'est-ce pas? Mais on va parler un peu plus, je préfère parler un peu plus avec le texte et voir exactement le terme décrit par ça, d'accord? Donc, on va revenir à cette idée de l'angoisse. Et je préfère suivre le texte parce que aussi, il y a un enchaînement logique entre les idées, d'accord? Et donc, l'existentialisme est un humanisme. J'aime pas trop, en fait, cette édition que je partageais avec vous. Et j'ai réussi comme vous savez, la semaine dernière, moi, j'ai eu les soucis avec l'ordi parce que j'essayais de télécharger un livre de Breton. J'ai réussi à télécharger une édition vérifiée et publiée de l'existentialisme est un humanisme, mais comme je n'ai pas eu le temps de transcrire les marques, j'utilise encore celui-ci. Parce que comme vous voyez, c'est un texte reproduit sur Internet, donc ça peut avoir des problèmes d'édition, n'est-ce pas? Les manques d'un mot, l'absence d'un mot, ou quelque chose comme ça. Mais la publication originale de ce livre se fait exactement de cette façon. Nous avons un paragraphe avec cette indication ici à côté qui, d'une certaine façon, résume le sujet traité dans le paragraphe. D'accord? Donc, si vous avez jeté un coup d'œil sur le texte, c'est plus ou moins comme ça que s'organise. Et donc, le texte va suivre comme ça. Il va faire assez souvent, peut-être vous n'êtes pas très familier au texte philosophique, mais assez souvent la philosophie régulière, académique, comme ça, qui n'est pas la philosophie des vies des artistes ou des penseurs qui ne sont pas liés à l'université, c'est-à-dire la philosophie formelle, assez souvent pour expliquer d'une façon nouvelle la vie, la réalité, la pensée, etc., on fait une révision de ce qui a été fait par des philosophes précédents. D'accord? Et donc, Sartre va faire les débuts ici, donc les critiques adressées à l'existentialisme, les critiques des marxistes, les critiques des catholiques. Il va présenter plus ou moins pourquoi, quelles sont les critiques faites à l'existentialisme, contre l'existentialisme. Et donc, je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Mais voyons ici. Voilà. Je commence ici. Je sais que comme je disais, cette édition, elle n'est pas bonne pour des raisons que je viens d'expliquer. Et pour la projeter aussi, c'est pas très bon parce que, comme vous voyez, j'arrive pas à zoomer plus, sinon je perds une partie du texte. Donc, je vous demande
un peu de patience avec la paille, la projection du texte. Donc nous avons ici, nous entendons par existentialisme une doctrine qui rend la vie humaine possible et qui, par ailleurs, déclare que toute vérité et toute action implique un milieu et une subjectivité humaine. En fait, on peut commencer à l'explication ici pour faire cette opposition entre existence et essence. Parce que nous avons une bonne partie de la philosophie qui va s'occuper de l'essence des choses. C'est-à-dire, comme si les choses avaient une nature elle-même. N'est-ce pas? Comme si, par exemple, les choses ou les êtres humains aussi avaient une essence, une nature ou une identité unique. Par exemple, comme si le fait d'être chrétien, de croire à Dieu, définissait la personne que je suis. D'accord? Comme si, oui, je suis chrétien, je suis catholique, et comme ça, ça définit mon essence, je suis essentiellement une personne catholique ou chrétienne, quelque chose comme ça. Et ça, peut-être aujourd'hui, ça peut sonner ou sembler bête, parce que nous subissons l'influence de l'existentialisme et d'une certaine façon, on pense aujourd'hui, on vit sous l'influence plus ou moins effective de l'existentialisme, n'est-ce pas? Donc, si je vous dis ça aujourd'hui, peut-être vous pensez non, c'est pas comme ça. Oui, mais si on recule dans le temps, on pensait comme ça. Et pour vous donner un exemple pratique, n'est-ce pas? Je suis ici aujourd'hui, je suis votre professeur de littérature française. J'essaye de devenir, de me développer en tant que professeur. À chaque semestre, j'essaye de faire mieux que le semestre précédent, etc. Mais je ne suis pas essentiellement professeur. Je n'ai pas une mission, je ne comprends pas ce que je fais comme une mission, ou je suis né pour être professeur. Pas du tout. Professeur, c'est la profession que j'ai choisie, évidemment. Je fais ma formation pour être professeur. Mais par exemple, la première fois que j'ai passé le bac, j'ai passé le bac pour être médecin et pas professeur, encore moins professeur de littérature. Et quand j'ai passé mon bac pour étudier lettres, je ne pensais pas à étudier français parce que j'ai passé un bac pour étudier portugais et littérature brésilienne. Donc, vous voyez, si jamais on a un coup d'État au Brésil et nous avons nos droits politiques retirés et je me vois viré de l'université sans mon travail de professeur universitaire, je vais demander, je ne sais pas, exil en France et je vais travailler, je ne sais pas, dans un bar. Je vais être barman. Donc, vous voyez que je n'ai pas, et je serais capable quand même de travailler comme barman. Peut-être comme chef, peut-être, parce que je fais mieux la cuisine que les boissons. Donc, ce serait une possibilité. Donc, vous voyez que je n'ai pas, ou je ne reconnais, ou je ne me reconnais pas une essence comme professeur. Et en même temps, être professeur ne me définit pas complètement, parce que je suis copain, je suis père, je suis citoyen, je suis mineiro, donc je ne suis pas brésilien, ça me définit aussi. Et comme je disais, l'exemple que je vous donnais
je vous ai donné de catholiques, n'est-ce pas? Par exemple, aujourd'hui, nous avons, ça peut nous choquer de temps en temps, quand on voit, par exemple, une personne d'orientation c'est juste parce que j'ai eu une notification sur mon portable et j'avais peur de perdre la connexion. Mais ça nous semble bizarre quand on voit aujourd'hui, avec les gouvernements que nous avons, un homosexuel supporter le président Bolsonaro, n'est-ce pas? Parce qu'on dit il est misogyne, homophobe, etc. Et quand on voit une personne homosexuelle supporter le président, on se dit mais comment ça se fait? C'est parce que l'homosexualité ne définit pas complètement la personne. Elle aura cette identité de genre, par exemple, mais elle aura aussi ses idées au niveau de l'économie, au niveau de la politique, etc. C'est juste un exemple que je vous donne pour montrer comment l'existentialisme entre dans la vie pratique et dans la philosophie en même temps. D'accord? Donc, cette idée-là des exemples que je vous ai donnés, ça explique aussi les idées que je vais lire ici et expliquer de responsabilité, de liberté, d'engagement, etc. Okay? Donc, et en plus, je reviens à la phrase ici, nous entendons par existentialisme une doctrine qui rend la vie humaine possible et qui, par ailleurs, déclare que toute vérité, toute action implique un milieu et une subjectivité humaine. Ça, c'est important. Implique un milieu et les milieux ici, mais on doit comprendre un espace physique, géographique et un temps historique. Les choses ne sont pas atemporelles ou pour toujours ou éternelles. D'accord? Les choses se passent dans la vie et dans le monde de façon historique, dans un endroit précis, géographique. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si ça se passe une chose ici, au Brésil, c'est une chose, en France, c'est une chose différente, parce que les milieux sont différents. N'est-ce pas? Et la subjectivité humaine, parce que les choses, ça va sonner un peu philosophique, mais les choses n'existent pas pour soi-même ou par soi-même. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce livre-là, il n'existe pas par soi-même. Il a besoin d'une personne qui donne une fonction à ce livre. N'est-ce pas? Parce que, comme vous voyez, c'est un gros livre, je peux l'utiliser pour bloquer la porte. Et donc, il va devenir un objet pour bloquer la porte. Il va arrêter d'être un livre d'histoire de la littérature française. OK? Donc, il y a une fonction. J'avance ici. Voyons. Non, ça va. Oui. Et on arrive ici à une phrase lapidaire, une des phrases les plus importantes ou les plus connues de Sartre. L'existence précède l'essence. Et donc, il dira ici, ce qu'ils ont en commun, c'est simplement le fait qu'ils estiment que l'existence précède l'essence. Ou, si vous voulez, qu'il faut partir de la subjectivité. La subjectivité humaine, évidemment, ici. N'est-ce pas? Et quand il dit que l'existence précède l'essence, c'est que d'abord, on existe, d'abord, on est né dans ce monde, d'abord on existe, et puis on va chercher un sens pour la vie. C'est-à-dire que la vie n'a pas un sens en soi, la vie n'a pas un sens prédéterminé. D'accord? Comme je disais, et évidemment, comme je vous ai donné mon exemple de parcours académique, à chaque
choix qu'on fait dans la vie, on réduit notre liberté de choix plus tard. N'est-ce pas? Par exemple, j'ai fait le choix d'étudier lettres, je suis devenu professeur à l'UNB. Par exemple, le choix de vivre à Brésil, c'est un choix de ne pas vivre au bord de la mer. N'est-ce pas? Pour vivre au bord de la mer, je dois abandonner l'idée de vivre à Brasilia. N'est-ce pas? Et à partir du moment que j'ai décidé de vivre à Brasilia, je ne peux pas faire une promenade à la plage à la fin de l'après-midi. D'accord? Ça réduit, à partir du moment qu'on fait un choix, ça peut entraîner la réduction des possibilités plus tard. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas recommencer la vie. N'est-ce pas? Comme on dit que parfois on pense, n'est-ce pas? Je pensais à un exemple de Biquíni Cavadão, mais en fait c'est le contraire. Quand ils disent dans la chanson quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo. Et en fait, c'est ça. Quand on dit que la vie commence à l'âge de 40 ans, c'est que c'est possible de recommencer aussi. Mais je ne vais pas me détourner du sujet ici. Donc, quand on parle, et cette idée de l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que il n'y a pas une nature humaine ou une mission ou un compromis qui est déjà préétabli avant notre naissance. D'accord? Donc, il faut d'abord exister, il faut d'abord être dans ce monde, et ensuite, on va former l'essence de notre vie. Si il existe une essence, l'essence, elle est construite à partir de notre vie, ou à partir de nos choix, des responsabilités qu'on assume, etc., etc. Okay? Ça, c'est important pour la pensée de Sartre. Et dans cette idée-là et donc, ouais, je vais vous donner un autre exemple ici, qui peut-être est plus connu de vous, au moins vous avez déjà écouté assez souvent. Donc, c'est la phrase qui... la première phrase du deuxième volume de Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Donc, cette phrase est assez connue et elle dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. On ne naît pas femme, on le devient. Comme vous connaissez en portugais, la phrase c'est « Não se nasce » ou « Não nascemos mulher, torna-se ». Acho que a frase é construída assim, « Não se nasce mulher, torna-se mulher ». N'est-ce pas? Donc, cette idée, c'est parce que, comme vous savez, Simone de Beauvoir était compagne, épouse de Sartre, et ils partageaient aussi l'identification avec où ils ont contribué au développement de la philosophie existentialiste de cette époque. Donc, si la question de Simone de Beauvoir ici était la femme dans la société, et Sartre dans l'existentialisme est un humanisme, est peut-être une réflexion un peu plus générale de la condition humaine, Simone de Beauvoir va centrer son analyse sur le rôle ou l'endroit de la femme dans la société. Et donc, j'aime bien l'exemple de Simone de Beauvoir parce que ça rend cette discussion un peu plus concrète, n'est-ce pas? Et donc, cette idée de « on ne naît pas femme, on le devient », c'est qu'il n'y a pas une essence de la femme, une essence féminine, ce qui est être une femme.
la construction de la femme, c'est quelque chose qui se fait de façon sociale ou socialement. N'est-ce pas? Raison pour laquelle nous avons aujourd'hui les conséquences de ce débat proposé par Simone de Beauvoir, par exemple, toute la discussion autour des genres et des transsexuels, par exemple. N'est-ce pas? Donc, il y a même ceux qui vont dire, après Simone de Beauvoir, qu'il y a une performance, on performe une femme. Donc, un homme peut performer une femme d'une certaine façon. Je ne vais pas aller trop loin. Et encore ici, aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure qui revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est-à-dire que on n'est pas déterminé par la biologie, la psychique, la psyché, en fait, l'économie, etc. Ce sont des choses à laquelle nous avons affaire, mais elles ne suffisent pas pour définir qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est quelque chose qu'on va construire, c'est comme Sartre va dire dans ses textes. Nous sommes l'ensemble d'expériences et de faits que nous avons vécus. C'est ça en fait. Il n'y a rien avant. Il n'y a rien avant. Et on devient peu à peu ce que nous, l'ensemble ou les résultats des expériences et des expériences que nous avons vécues. N'est-ce pas? Par exemple, j'ai maintenant mon enfant, Caïtan, il a fait une apparition dans les cours de critique. Caïtan est âgé de 5 mois maintenant, donc il est tout petit, c'est un nouveau-né. Et c'est ça, en fait. Il n'a rien, en fait. Il est l'exemple de la potentialité de ce qu'il va vouloir faire de sa vie. N'est-ce pas? Voilà. Permettez-moi de raconter, c'est pas une blague en fait, mais pour ça peut clarifier un peu ce que je dis ici. Il y a un stand-upper que j'aime bien qui s'appelle Nando Viana, et il a fait un sketch de stand-up dans lequel il racontait ses expériences avec son fils qui venait d'être né. Et avant d'avoir un enfant, il disait que c'était chiant d'avoir des amis avec des enfants tout petits parce qu'on parle tout le temps de nos enfants, comme je le fais maintenant. Et parfois, le moindre mouvement ou la moindre expérience de l'enfant, pour nous, en tant que parents, c'est une grande chose. Il raconte qu'il il a rendu visite à un ami qui avait un petit enfant, et le petit enfant dormait et il a fait une expression faciale. Et son ami a dit, il rêve, je pense qu'il rêve. Et Nando Viana a dit, mais il rêve quoi? Il a quelques mois de vie, il n'a pas d'expérience, il n'a pas d'image mentale, il n'a pas d'imaginaire. Il rêve de quoi, en fait? E por le dire em português, c'est quelque chose comme ça. Ele está sonhando o que se ele não tem referência? Né? Ele não tem trauma, ele não tem vivência, ele não tem imagem do mundo para sonhar. N'est-ce pas? Parce qu'on pense le rêve comme ce genre de choses. Mais c'était juste un exemple pour vous montrer, pour démontrer cette discussion de Sartre et de Simone de Beauvoir. N'est-ce pas? C'est notre essence, notre existence sera l'ensemble d'expériences accumulées pendant la vie. C'est ça qui va nous faire
quelque chose plus tard. N'est-ce pas? Donc, voilà, je ne vais pas insister dans le texte de Simone de Beauvoir, et je reviens au texte de ça, ici. Voilà. Donc, technique du monde, avançons. Oui. Je ne vais pas entrer dans la discussion des dieux ici, et je vais résumer cette explication. Parce que, en fait, et quand Sartre parle de subjectivité, ici, que nous avons besoin d'une subjectivité pour parler de l'existence, c'est qu'il va, et ça c'est pareil avec Camus, on va voir la semaine prochaine, quand on dit que l'existence précède l'essence, donc il n'y a rien avant notre naissance, et c'est l'ensemble d'expériences accumulées qui va nous former, qui va nous faire ce que nous sommes à présent. Et toute explication de la liberté, de la responsabilité, des choix que nous faisons dans notre vie viennent de nous-mêmes, de notre subjectivité. Et quand il dit ici, ou qu'il préconise un existentialisme athée, c'est parce qu'il ne va pas chercher d'explication pour la vie, pour le monde, pour nos choix, ailleurs, dans un autre endroit. D'accord? Parce que quand nous concevons l'idée de Dieu, Dieu va expliquer tout. Ah, pourquoi nous sommes dans ce monde? Parce que c'était la volonté de Dieu. Pourquoi je me suis marié avec ma copine? Parce que c'était la volonté de Dieu. Pourquoi j'ai tué une personne? On va voir le cas de Meursault, le personnage du livre de Camus. Pourquoi on tue une personne? Ah, j'ai écouté la voix de Dieu qui m'a dit qu'il fallait, par exemple, les attentats terroristes de l'11 septembre, n'est-ce pas? Le message était que, je sais pas, c'est Dieu qui m'a dit de prendre d'assaut un avion et de le projeter contre, ou de le jeter contre un grand bâtiment et faire un attentat terroriste au nom de Dieu. Non. Cette philosophie existentialiste, elle va dire que tout dépend de notre subjectivité. D'accord? Donc, on ne va pas chercher d'explication pour nos actes, nos paroles, nos choix ailleurs. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. D'accord? Récemment, j'ai vu quelque chose comme ça qui disait que je sais pas, je me souviens plus si c'était un commentaire ou une bande dessinée ou quelque chose comme ça, que en fait Dieu, s'il a construit, s'il a formé le monde, il ne se mêle pas de ce théâtre mondain. D'accord? Se Deus criou o mundo, ele não se mistura nesse teatro. Aqui. Plus ou moins cette idée-là. La raison pour laquelle, depuis Nietzsche même, on parle de la mort de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand on parle de la mort de Dieu, c'est pas parce que Dieu est mort, c'est parce qu'il cesse d'être un fondement de nos actions. Il cesse de fonder, de justifier ce que nous faisons. Ou nous arrêtons d'utiliser la figure de Dieu comme explication de nos actes. Okay? Donc, j'avance. Voilà. Voilà. Et donc, ici, l'homme est ce qu'il fait. L'homme est seulement, je suis ici. Si vous voulez suivre là. L'homme est seulement et non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait.
Je profite de cette phrase horrible pour faire un commentaire sur l'écriture de Sartre. Sartre, je ne l'aime pas en tant qu'écrivain. J'aime les idées, mais je ne l'aime pas en tant qu'écrivain. Par contre, si vous n'avez pas encore fait le choix du livre de la dissertation, j'ai mis L'enfance d'un chef, c'est une nouvelle de Sartre que j'aime bien. Peut-être ça va, mais La nausée, par exemple, moi j'aime pas, je trouve trop philosophique, c'est pas émouvant comme littérature. L'écriture philosophique de Sartre, elle est fatigante, elle est lourde, elle est confuse de temps en temps. Je vous ai dit tout au début qu'il a des phrases, des faits comme des slogans publicitaires. Ça marche bien, mais quand on lit l'explication, parfois l'explication est plus confuse que le reste du texte. Cela dit, restons dans l'essentiel ici. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il fait. Donc, ça, c'est le plus important. Il n'y a pas d'explication ailleurs dans cette conception philosophique. Et l'homme, la femme, toutes les personnes, tout le monde, nous sommes ce que nous faisons de notre vie. Par exemple, en suivant cette philosophie, on ne peut pas accuser quelqu'un d'assassin si la personne n'a tué personne. Vous voyez, on n'a pas une nature d'assassin. Non, c'est le fait de tuer quelqu'un qui va faire de nous un assassin. On verra ça avec le personnage de Meursault. Avant de tuer l'arabe, il n'était pas assassin et il n'avait pas une nature assassine. D'accord? C'est quelque chose qui s'est passé, il a décidé ou il a agi comme ça et il aura les conséquences plus tard. Et l'idée du projet. Projet aussi, c'est un concept, une notion qui va revenir à plusieurs fois avec ça. Et donc, la notion de projet. Car nous voulons dire que l'homme existe d'abord. Donc, l'existence précède l'essence. D'abord, l'homme existe. C'est-à-dire que l'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir et ce qui est conscient de se projeter vers l'avenir. L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement. Voyons la phrase en détail. Je vais zoomer et comme ça, je peux mettre en évidence des parties, des bouts de la phrase. Car nous voulons dire que l'homme existe d'abord. Ça, c'est déjà dit, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que l'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir, ou qui s'y projette, ou qui s'y joga para o futuro. Cette idée du projet, c'est presque étymologique. C'est de projeter, de se jeter avant, de se jeter à l'avenir, au futur. C'est-à-dire que dans cette idée de l'existence précède l'essence, nous pouvons, en tant que des êtres humains, conscients, ayant une subjectivité, nous sommes capables de projeter l'image que nous faisons ou que nous voulons faire de nous-mêmes. N'est-ce pas? Par exemple, je vous ai donné mon exemple ici des parcours personnels. Quand je faisais ma licence en lettres, je me projetais comme professeur. Pas toujours, mais de temps en temps. N'est-ce pas? Avant d'entrer à l'université, je fais des années de capoeira, par exemple. À cette époque-là, j'étais capoeiriste, n'est-ce pas? J'avais 15 ans, 20 ans, et je me projetais comme un maître de capoeira. Je me voyais vieux comme un maître de capoeira. Puis j'ai quitté la capoeira et je suis devenu professeur.
Mais quand même, à cette époque-là, j'étais capable de me projeter. Et donc, quand je me projette comme maître de capoeira, je pouvais guider le choix de vie pour devenir un maître de capoeira. Je ne pouvais, par exemple, me projeter en tant que maître de capoeira et ne pas m'entraîner quotidiennement. Comment je vais devenir maître si je ne fais pas ou je ne suis pas les entraînements quotidiens? Vous voyez? Donc, il y a un problème dans cette projection à l'avenir. Qui se jette vers un avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir. Donc, la conscience, elle est importante, n'est-ce pas? De se faire conscient de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va faire ou de ce qu'on ne veut pas faire, n'est-ce pas? Comme dit la chanson de Legião Urbana, não sei, só sei do que não gosto. Não sei o que eu quero, só sei do que não gosto. Savoir ce qu'on n'aime pas, c'est déjà une possibilité ou une façon de se projeter consciemment dans l'avenir, n'est-ce pas? L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement. Et ici, on revient à cette idée de la subjectivité, d'accord? En tant que sujet de l'action et pas comme objet de l'action. Et je réduis le texte pour nous permettre d'avancer ou d'avancer. C'est clair pour l'instant? Je sais que c'est une discussion un peu plus lourde que les discussions. Merci. Je sais que c'est une discussion plus lourde que d'habitude, mais je pense que c'est intéressant. J'aime bien, comme je vous ai dit, j'aime pas l'écriture de Sartre, mais j'aime bien le texte, ce texte-là de Sartre. Donc ici, le projet, voilà. Ah oui, ça je reviens avant dans la phrase, dans le paragraphe précédent. Ici, l'homme oui, l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être et non ce qu'il voudra être. Donc, vous voyez ici une différence entre se projeter et tout simplement vouloir. Il y a, Sartre, il établit cette différence entre la volonté et le projet. Il y a, parce que la volonté, c'est tout simplement peut-être un sentiment ou une puissance quelconque. Comme je vous ai donné l'exemple, j'ai voulu dans le passé être un maître de capoeira. C'était tout simplement au niveau de la volonté. Je ne me suis pas projeté pour le devenir et j'ai abandonné le projet. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que ce que je pensais à l'époque, c'était tout simplement une volonté. Et cette volonté n'est pas devenue un projet. D'accord? Voyons ici le paragraphe suivant. L'homme est pleinement responsable. Et ici, c'est intéressant de penser à la responsabilité et de faire référence au Petit Prince, n'est-ce pas? Vous connaissez sûrement, peut-être vous avez déjà lu Le Petit Prince, ou vous avez déjà vu sur Internet, à un moment donné de votre vie, la phrase tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. En français, c'est on devient éternellement responsable de ce qu'on apprivoise. Apprivoiser, c'est un verbe qui peut être traduit comme pode ser traduzido como no sentido de dominar um animal, como que a gente fala isso? Domar. Domar. Exatamente.
Mais apprivoiser, ça peut être aussi... c'est intéressant parce qu'on traduit comme cativa, né? Aquilo cativas. E cativar, eu não sei se etimologicamente tem alguma coisa a ver com cativeiro, né? De cativo, de prender, né? Então, on est responsable de ce qu'on apprivoise, on est à côté de nous, d'une certaine façon. Et donc, cette idée-là du Petit Prince, de la responsabilité, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, là, je fais une digression, mais pensez par exemple, si vous sortez avec quelqu'un ou vous commencez à sortir régulièrement avec quelqu'un et vous dites, par exemple, je t'aime, il y a une responsabilité là-dessus, n'est-ce pas? On ne peut pas dire à tout et n'importe qui, à tout le monde, n'importe qui, je t'aime. N'est-ce pas? Il y a une responsabilité. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, on firme une responsabilité avec cette personne. Cela ne veut pas dire qu'on va toujours aimer cette personne ou qu'on l'aime toujours dans tous les moments de la vie ou qu'on va l'aimer pour toujours, éternellement. Mais quand on le dit, il y a une responsabilité dans ce qu'on dit. N'est-ce pas? Donc, faites attention avant de flirter, avant de draguer les gens en disant des phrases comme je t'aime. D'accord? Et donc, voilà la responsabilité. Mais si vraiment l'existence précède l'essence, ça c'est intéressant, si vraiment l'existence précède l'essence, parce que le texte, il est de l'ordre de l'hypothèse, de la réflexion philosophique, n'est-ce pas? Et cette réflexion philosophique, elle n'est pas une réflexion scientifique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre dans un laboratoire où on va faire une expérience et voir si ça marche ou ça ne marche pas, n'est-ce pas? Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une querelle ou d'un débat à l'époque de la colonisation des Amériques. C'était Bartholomew de las Casas et l'autre, j'ai oublié qui était l'autre figure de ce débat, qui voulait débattre si les indigènes possédaient une âme ou pas, ou de l'âme ou pas. Donc, c'était un débat en quelque sorte philosophique qui débattait si les indigènes et les noirs possédaient ou pas de l'âme. Et comment on prouve que quelqu'un possède de l'âme ou pas? N'est-ce pas? Ce n'est pas un débat scientifique au niveau des épreuves. Donc, si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Ici, on entre dans le débat de la responsabilité. Gabriel Soares, tu m'as posé la question sur l'angoisse. On va entrer à partir de cette notion de responsabilité dans la notion d'angoisse. Parce que ce n'est pas facile non plus d'assumer toute cette responsabilité. Comme je vous ai dit, à partir du moment qu'on fait un choix, ça veut dire ne pas choisir toutes les autres. N'est-ce pas? Je vous donne encore l'exemple de l'amour. Dire « je t'aime » et assumer la responsabilité d'être avec quelqu'un ou assumer la relation avec quelqu'un, c'est dire non à toutes les autres personnes que potentiellement on aurait pu vivre une expérience ou avec qui on aurait pu vivre une expérience. Et ça peut nous angoisser parce que c'est le poids de cette responsabilité. Parce qu'on ne sait pas si on va être heureux ensemble, par exemple. Et exactement
ce manque de sûreté, de sécurité du choix, ça provoque ou ça cause cette angoisse au niveau du choix, n'est-ce pas? Et donc, de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Donc, c'est ça, c'est assumer la responsabilité de notre existence. Ah, je n'ai pas fait des études. Ici, il y a quelque chose. Ça, on parle au niveau existentiel. Et une remarque importante à faire, c'est qu'on peut critiquer l'existentialisme et assez souvent, par exemple, il y a un livre de Simone de Beauvoir intéressant dont le titre c'est, je cherche ici 2 secondes. Il n'est pas ouvert ici. C'est un livre dans lequel elle va parler de la droite en France. Et en fait, ce qu'elle dit, la droite, ce n'est pas l'extrême droite. Beauvoir. La pensée de la droite. C'est ça. En portugais, c'est O Pensamento da Direita Hoje. Je n'ai pas ce livre en français, seulement en portugais. O Pensamento da Direita Hoje. Mais ce qu'elle appelle la droite dans ce livre, c'est la bourgeoisie. D'accord? Et pourquoi je l'ai dit? Parce qu'elle fait une critique à la bourgeoisie, mais on peut quand même accuser cette pensée existentialiste d'une certaine façon de bourgeoisie. Parce que quand on dit que nous sommes libres de faire le choix que nous voulons et que toute la responsabilité de nos succès et de nos échecs sont à nous, ce sont nos responsabilités, on ne compte pas dans ces raisonnements philosophiques les problèmes sociaux, économiques, etc. N'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien que cela ne suffit pas de se projeter, de vouloir, de se projeter et de se responsabiliser par toute sa vie si nous n'avons pas les conditions minimum pour réaliser ce qu'on veut. Donc, c'est totalement légitime de critiquer cette philosophie ou les arguments de Sartre ici, disant qu'ils ne prennent pas en compte les difficultés sociales et économiques, par exemple, n'est-ce pas, ou politiques, n'est-ce pas? Par exemple, j'ai donné l'exemple ici de devenir femme et de l'homosexualité. Il me semble, corrigez-moi si je ne suis pas correct, il me semble qu'en Iran, par exemple, en Iran, je suis presque sûr que c'est interdit d'avoir, on va dire comme ça, d'avoir des pratiques homosexuelles. Donc, de se assumer homosexuel publiquement. Par contre, ce n'est pas interdit de faire une chirurgie de ressignification sexuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on peut devenir une femme transsexuelle avec une chirurgie, n'est-ce pas, et devenir une femme. Et il me semble qu'en Iran, les nombres on va dire, des gens opérés qui sont devenus des femmes, des hommes opérés qui sont devenus des femmes est énorme, plus grand qu'ailleurs. La statistique est plus grande qu'ailleurs. Donc, vous voyez que dans un contexte pareil, ce n'est pas tout simplement simple de se dire homosexuel en Iran et dire que je suis responsable d'être malheureux parce que je n'ai pas voulu assumer publiquement. Cette philosophie n'est pas absolue, c'est ça. Elle est passible d'être critiquée aussi. OK? Et voyons ici le texte.
Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais il est responsable de tous les hommes. Et ici, c'est un engagement plus social aussi, n'est-ce pas? Cet engagement n'est pas purement individuel, il est aussi collectif. Le choix, donc on va parler du choix ici. Je ne vais pas chercher. Donc il va dire ici que l'engagement personnel, l'acte individuel engage toute humanité aussi, mais je n'ai rien souligné, donc je ne vais pas m'arrêter ici. Et donc nous arrivons à l'angoisse. Voilà. Donc, Gabriel, voilà, un peu plus sur l'angoisse. Cela signifie ceci: l'homme qui s'engage et qui se rend compte qu'il est non seulement celui qu'il choisit d'être, mais encore un législateur choisissant en même temps que soit l'humanité entière, ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité. En fait, ici, je me demande s'il n'y a pas un problème d'orthographe dans le texte. Et je vais vérifier dans l'édition que je vous ai dit que c'était celle que j'ai. Je vous demande 2 secondes. Peut-être ça va pas bien marcher. Voyons ici. Je n'avais pas remarqué ça, en fait. Valeur et sentiment. Bon, je ne vais pas perdre le temps et je vais vérifier ça après. Je vous laisse savoir s'il y a un problème d'orthographe. Je vous explique ici, 2 secondes. Voilà. Parce qu'en fait, ce soit l'humanité, que soit l'humanité, je ne sais pas s'il manque un T pour ce genre de construction alternative, genre pensez à la chanson Should I Stay or Should I Go? Soit je reste, soit je vais, je pars. Vous voyez ce genre d'alternative. Soit je me marie, soit je m'achète un vélo. Não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Nous avons des alternatives. Et ça se fait en français avec soit, avec un T, S-O-I-T. Mais ici, c'est un peu bizarre la construction. C'est pour ça il faut que je vérifie dans une édition plus fiable. Et donc, l'homme qui s'engage et qui se rend compte qu'il n'est pas seulement celui qu'il choisit d'être. Donc, vous voyez, l'homme qui s'engage et se rend compte qu'il n'est pas seulement celui qu'il choisit d'être. Donc, on n'est pas seulement ce qui nous choisissons d'être, parce qu'il y a des choses qui nous échappent aussi. N'est-ce pas? Comme je disais tout à l'heure, cela ne suffit pas de vouloir. Il faut se projeter et il y a aussi les interférences externes. N'est-ce pas? Mais encore un législateur choisissant en même temps que soit l'humanité entière ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité. En fait, ici, il appelle encore une fois pour cet engagement de l'humanité tout entière, n'est-ce pas? Parce qu'il fait cette connexion
à mon avis, un peu forcée. Moi, je comprends, ouais, je comprends plutôt ce existentialisme de Sartre au niveau individuel plutôt que social ou collectif. Et il essaye de faire ce passage à quelque chose de plus collectif, de l'humanité. Chaque acte individuel engage toute l'humanité. Je ne sais pas si, parce que le texte est de 47, si je ne me trompe pas. Donc, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, après la découverte de la barbarie des nazis, de l'Holocauste, ou, si vous préférez, la Shoah, comme préfèrent de dire les Juifs. Et donc, s'il a en tête cette idée de l'engagement individuel, par exemple, dans la résistance contre l'occupation allemande ou contre comment on dit ça, la résolution finale qui était de tuer les Juifs, l'engagement personnel engage toute l'humanité. Et je ne sais pas s'il a en tête cette idée-là, parce que ne pas résister ou ne pas faire face à la barbarie nazie, individuellement, ça a des conséquences pour toute l'humanité. Je pense que c'est peut-être ça qu'il a en tête. Et puis, il va, comme je vous ai dit ici, la mauvaise foi, je ne vais pas entrer dans cette discussion. Je vous ai indiqué le texte ici, ça change de page pour vous, o existentialisme de Sartre, do Gerd Bornheim. C'est un texte en portugais et dans ce texte, il discute ou il explique un peu plus la notion de mauvaise foi chez Sartre. Et donc, il va faire ici une discussion sur l'angoisse chez Kierkegaard, Abraham de la Bible, je retire ça, et puis angoisse et responsabilité. Et juste encore, nous avons encore 4 minutes, et surtout Gabriel, il y a une discussion peut-être au niveau plutôt de la psychanalyse autour de l'angoisse. On fait une espèce d'opposition, pas d'opposition, mais une différenciation entre la peur et l'angoisse. Et dans une des vidéos que je vous ai indiquées pour regarder et vous informer un peu plus sur le sujet du cours d'aujourd'hui, explique ça aussi, cette différence entre la peur et l'angoisse. Parce que ce sont des sentiments semblables, mais la peur, normalement, elle est causée par un élément extérieur. C'est quelque chose qui est extérieur à nous et qui nous menace. Donc, la menace, elle est extérieure. J'ai peur d'un chien méchant, n'est-ce pas? Il y a un chien méchant qui est libre et il me menace. Donc, j'ai peur. Je ne ressens pas de l'angoisse envers le chien. J'ai peur parce qu'il peut m'attaquer. Et l'angoisse, c'est un sentiment subjectif. Donc, la menace, elle n'est pas... on dit dans des termes psychanalytiques que l'angoisse, c'est une menace sans objet. É uma ameaça sem objeto. On ressent les sentiments d'angoisse ou semblable au sentiment de la peur, mais il n'y a pas un objet qui nous menace. Par exemple, dans la vidéo, une des vidéos que je vous ai indiquées, quelqu'un donnait cet exemple. Par exemple, être au bord du gouffre, de l'abîme, et avec quelqu'un qui ne nous aime pas et qui dit qu'il va nous pousser, on a peur de tomber. Mais si nous sommes tout seuls, face au gouffre, face à l'abîme, et nous avons peur de tomber, ça c'est un sentiment d'angoisse parce qu'il n'y a aucune personne ou aucun objet, aucune chose qui nous menace de tomber
dans l'abîme, de cair no abismo se não tem nada que ameace de nos jogar. Donc, l'ameace part de nous-mêmes. Et donc, on verra ici, il s'agit d'une angoisse simple que tous ceux qui ont eu des responsabilités connaissent. Car, et je continue ici en bas, car elle suppose qu'ils envisagent une pluralité de possibilités et lorsqu'ils en choisissent une, ils se rendent compte qu'elle n'a de valeur que parce qu'elle est choisie. Donc ici, il y a cette angoisse de l'inaction qui est cette angoisse de ne pas choisir. N'est-ce pas? On va dans je sais pas, dans une boulangerie acheter des macarons et les macarons, il y en a de plusieurs, comment on dit ça en français? Parfum. O macarrão a gente não fala gosto, mas parfum, n'est-ce pas? Donc, il y en a plusieurs et on n'est pas capable de choisir, on finit par ne pas choisir aucun. Ça, c'est quand l'angoisse du choix ou l'angoisse de choisir nous empêche de choisir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, cette angoisse du choix, elle présuppose la responsabilité du choix. Et on verra ici, angoisse et responsabilité, cette angoisse, cette sorte d'angoisse qui est celle qui décrit l'existentialisme, nous verrons qu'elle s'explique en outre, ou en plus, par une responsabilité directe vis-à-vis des autres hommes qu'elle engage. Et puis, voyons, mais il est déjà 10 heures. Voyons ici si... oui, on arrive à la liberté. Donc, je m'arrête là parce que c'est quelque chose qui demande une explication plus longue. Et c'est la célèbre phrase de Sartre que nous sommes condamnés à être libres. N'est-ce pas? Je pense qu'elle est déjà ici. Voyons. Oui. C'est que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre. C'est dans ce paragraphe-là. Et donc, je vais faire plus ou moins comme on fait dans une séance de psychanalyse. Je vais couper sans vous donner d'explication et je vous laisse avec ce problème jusqu'à la semaine prochaine. D'accord? Donc, je vais plus dire un mot sur ce qu'il faut comprendre par « nous sommes condamnés à être libres ». Donc, peut-être ce n'est pas de votre époque, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, você tem uma émission à Globo, dimanche matin, et la dame qui présentait, elle terminait comme ça, avec une idée, une pensée, qui disait « pensez nisso e até semana que vem ». Donc, pensez à cette idée, nous sommes condamnés à être libres, et on revient la semaine prochaine. Je crois que je vais vous indiquer aussi un podcast sur France Culture sur le sujet de la liberté chez Sartre. Donc, peut-être vous pouvez écouter si vous voulez et peut-être rencontrer une réponse à cette affirmation. Et la semaine prochaine, on finit la discussion sur l'existentialisme de Sartre et on entre dans la philosophie de l'absurde de Camus. Et la philosophie de l'absurde de Camus, je vais voir aussi ce que je vous indique, la lecture, mais sûrement il y a quelques vidéos. J'ai quelques vidéos à vous indiquer pour vous donner une idée de ce qu'est la philosophie de l'absurde de Camus, qui est en quelque sorte liée à l'existentialisme de Sartre. Avant de finir, est-ce que vous avez une question ou des questions? Et voilà, c'était un cours plus philosophique, mais intéressant à mon avis.
Et c'est pour ça que j'insiste dans ces cours sur l'existentialisme. Gabriel Soares, Marcos, Isabela, Érica, Tainá, Brilane, Fábio, Graziele, Emily. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, tout est clair. Et maintenant, vous allez vivre pleinement une vie existentialiste, n'est-ce pas? Moi, c'est Donc, bien, vous prof. allez... Merci. D'accord. Au revoir. Bonne semaine ou bonne fin de semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Ok? Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au Merci à revoir, vous. merci. Au revoir. Merci, au revoir, Gilles.